allons commencer. Tant pis pour les retardataires. Je vais donc demander à Fadi Fadel, qui est un grand ami de Michel Duval, de venir vous présenter notre conférencier de ce soir. Donc bonsoir, c'est un plaisir de présenter Michel. Michel est présentement le président de l'Observatoire sur les missions de paix et opérations humanitaires à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM, au sein de la chaire Raoul Bondurant, donc une chaire de chercheurs et d'études internationales. Personnellement, j'ai connu Michel quand il était encore ambassadeur du Canada au Liban, donc il a eu une carrière de diplomate de premier rang. Avant, il a été également représentant adjoint permanent du Canada au Conseil de sécurité de l'ONU et donc numéro 2 de la délégation du Canada au sein des Nations Unies. Il parle plusieurs langues, le français bien évidemment, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le hongrois, et voilà, dans le temps le hongrois. Le québécois aussi. Et c'est vrai, donc depuis plusieurs années, donc Michel est revenu à sa vocation primaire qui est d'être universitaire parce qu'il est anthropologue, archéologue de formation, et depuis donc il mène des activités de recherche et des études internationales. Cette conférence a fait l'objet d'une communication scientifique publiée en 2012 sur la politique étrangère du Canada, et c'est un plaisir donc d'avoir parlé de Michel, sa contribution à Aline. Et c'est vrai, donc Aline, la chasseuse, on dit chasseuse de tête et d'intelligence, donc effectivement elle a réagi positivement et elle a aimablement, généreusement invité Michel pour venir partager avec nous et son expérience diplomatique et son savoir scientifique en la matière. Donc merci à Aline, merci à Michel, et Michel, voilà, donc tu as la parole maintenant. Merci. Merci de cette très généreuse présentation. Effectivement, ce que je fais avec la chaire Raoul d'endurance chaque année pour les écoles d'été qui ont lieu en mai, c'est une présentation en état des lieux de la contribution du Canada au maintien de la paix des Nations Unies. Et je fais ça depuis 2006 et avec beaucoup d'efforts parce que nous contribuons de moins en moins. Mais le Canada a un passé assez remarquable. Et en 2011, j'ai trouvé indécent de continuer à parler du maintien de la paix au Canada alors qu'il n'en faisait plus. Et j'ai publié, j'ai fait une étude et j'ai publié, faisant fond sur mon expérience de diplomate, bien entendu aux Nations Unies pendant 5 ans. J'ai présidé le comité spécial d'opération de maintien de la paix en 6 sessions. Et puis sur mes observations au Liban. Et c'est en résumé ce que je vous présente. Et je vais vous entraîner dans une cavalcade de diapositives. Et je laisserai les développements à vos questions. On utilisera les questions pour le développement. Il y a beaucoup de tableaux statistiques, on passera plutôt rapidement. Alors j'ai tenté de raccourcir la présentation, mais je n'ai pas. En effet, j'ai rajouté 4 diapositives. Et ça, c'est la mise en bouche. Une décennie gâchée et le vrai sous-titre du Canada, la paix et la sécurité internationale depuis l'an 2000. Le titre qu'on avait mis dans la salle de conférence, c'est probablement un pessimiste qui, après avoir écouté le midi, a proposé ce titre. La décennie gâchée, c'est l'an 2000, 2010. 2000, le Canada quitte le Conseil de sécurité, et 2010, son image internationale est complètement changée. On va peut-être aller dans le sens de la marche. Alors, qu'est-ce que le Canada en 1998? Lorsque nous faisons campagne pour être élu au Conseil de sécurité, la dernière fois, en 1998, on se présentait comme ceci. Le Canada est une puissance moyenne. C'est un pays qui a des capacités considérables. C'est un pays riche, même si la plupart des Canadiens vont montrer leur pied, leur bosse, c'est un pays riche, et qui possède des moyens considérables. On a quand même dépensé dans les 10 dernières années 10 milliards en Afghanistan pour appuyer les opérations américaines. Nous n'avons pas de passé colonial autre que d'avoir été des colonies. Nous avons, depuis une cinquantaine d'années, tenu une politique étrangère indépendante, clairement occidentale, avec nos amis européens et américains, mais vraiment indépendante. La preuve, c'est qu'on n'a pas participé au deuxième conflit en Irak. Il y a des raisons pour ça, on pourrait y revenir. Et c'est un pays qui est allié des grandes puissances au sein de l'OTAN, avec une armée qui a un potentiel de guerre, comme on a vu en Afghanistan, pour le maintien de la paix. Alors,
au Conseil de sécurité, un pays comme le Canada, qui avait 154 bureaux émissions à travers le monde, est capable d'engager le dialogue les yeux dans les yeux avec nos collègues américains, britanniques et français, et de donner leur juste. Ça faisait du Canada un pays particulièrement utile au Conseil de sécurité, puisqu'on sait que la valeur du Conseil de sécurité dépend des membres élus. Sur les 15, il y a 5 permanents, 10 membres élus. Et ces membres élus, s'ils apportent une capacité de confrontation à la politique de puissance des 5 permanents, peuvent faire une grande différence. Et ensuite, on était doté d'une puissante diplomatie multilatérale, modérée et conciliatrice. L'image de la diplomatie multilatérale canadienne, elle est invisible. Ni les Canadiens en avaient conscience, ni la plupart des étrangers, outre le fait que le Canada, c'est un pays modéré et conciliateur. La diplomatie, quand ça fonctionne, se traduit par des déclarations propagandes. On doit trouver une solution. Mais le travail diplomatique, la diplomatie, c'est une science de l'ombre. On n'ira pas plus profondément dans cette question pour le moment. Alors, en 2005, nous avons changé totalement de politique à compter de 2005. Et ça a commencé sous le gouvernement de Paul Martin, qui est un libéral. Alors, on a tendance à dire que c'est le gouvernement Harper qui a fait déraper. On y reviendra un peu plus tard. C'est inscrit un peu plus profondément dans le temps. Ça commence en 2000 avec Jean Chrétien. Alors, lorsque le vote est pris à l'Assemblée générale pour concéder le titre d'État observateur à la Palestine, voilà les résultats du vote. 138 États, en France, Japon, Danemark et Suède, des alliés traditionnels dans la politique étrangère, qui ont dit oui. 41 États, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas aussi, des pays très proches de notre politique étrangère traditionnelle, depuis 50 ans, se sont abstenus. Normalement, le Canada serait apparu dans ces deux catégories. Quand j'ai quitté les Nations Unies en 2002 pour aller au Liban, on était généralement dans ces deux premières catégories. Maintenant, on a voté avec 9 États en tout. États-Unis, Israël, États-Unis, Canada, République tchèque, îles Marshall, Micronésie, Nauru, Palau et Panama. Alors, je dis aux Canadiens, vous savez, l'image que nous projetons à l'Assemblée générale, c'est ça. Vous savez, on ne vote pas à main levée, mais les panneaux de vote s'ouvrent et le vote est inscrit. Alors maintenant, nous faisons partie d'une cohorte assez ténue. Et on partage la politique étrangère de Palau, des îles Marshall, que les États-Unis font vivre. Alors, tandis que nous, on pourrait aussi, on peut très bien se passer de cette aide. Alors, un peu d'histoire pour nous replacer en contexte. Lata Brahimi, ancien ministre des Affaires étrangères d'Algérie, a dirigé une commission qui a déposé en 2000 un rapport qu'on appelle le rapport Brahimi, qui est la première réforme du maintien de la paix. Les pays émergents et les pays membres du groupe des 77, qui me rappelaient toujours qu'ils étaient 119 dans le ministère des Nations Unies, avaient chassé les agents à titre gracieux. Tous les cadres du département d'opération de maintien de la paix étaient des fonctionnaires des Nations Unies, et tous ceux qui travaillaient pour eux étaient des Canadiens, des Britanniques, des Français, des Américains, et les États membres ont dit qu'il faut que ça cesse. Alors ils ont commencé par couper ça, donc il a fallu faire une réforme. Mais la réforme était fondée sur 3 échecs des missions des Nations Unies. Les plus douloureuses, le Rwanda. On a cherché à accuser l'Assemblée générale, en fait le Conseil de sécurité, les puissances ont dit ben, c'est les Nations Unies, on s'est tourné au secrétariat. Le secrétariat agit pour le compte du Conseil de sécurité. La Bosnie-Herzégovine, qui a démoli le moral des Canadiens dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité. Et la Somalie, où les Canadiens n'aiment pas se souvenir que notre régiment aéroporté s'est comporté de telle façon qu'on l'a dissous. Alors, il est assez paradoxal que c'est en 2000, alors qu'on obtient dans le rapport Brahimi la plupart des réformes que le Canada exige depuis des années, que le Canada s'éloigne du maintien de la paix. Il participe une dernière fois à une grande opération des Nations Unies, c'est pour la délimitation de la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Et l'armée canadienne a appelé cette opération l'opération Eclipse, très bien choisie, puisqu'après on a pu déployer des gens dans les
missions de plus en plus complexes. Alors, je reviens à cette idée du grand dérapage. C'est plus de 4 décennies, c'est près de 50 ans de bons et loyaux services dans le maintien de la paix. 48, on envoie des observateurs, à la fois en Palestine et entre l'Inde et le Pakistan. En 56, on contribue avec Darga Marshall à créer le maintien de la paix, les forces d'interposition. Et puis on continue jusqu'en 2000. 3 gouvernements présidés au dérapage, à l'abandon. Chrétien en 2000, il a autorisé cette mission spéciale sous pression d'un chef d'État de la francophonie qu'il a appelé personnellement. Et parce qu'on nous avait dit non. Et c'est une intervention politique à très haut niveau. Et là, c'est une des utilités de la présence du Canada au sein de la francophonie, du Commonwealth, de l'Organisation des États américains. On était présents dans tous les groupes régionaux et assez bien perçus. Maintenant, on a tendance à ne plus nous inviter dans certains types. Et Paul Martin a été élu en 2004. En 2005, il va dire « Les valeurs d'Israël sont les valeurs du Canada ». Disons à sa décharge qu'il parlait de la démocratie israélienne. Mais comme vous savez tous, la France et la Grande-Bretagne étaient des démocraties, mais aussi des États coloniaux. Ce n'est pas une recommandation particulière. Mais le pas est franchi en 2006 avec le gouvernement Harper. Il reprend ses thèses radicales, s'éloigne des Nations Unies et a une attitude hostile à l'égard des Nations Unies. Alors maintenant, ça c'était la mise en bouche, maintenant voici le programme. On va parler un peu des opérations de l'ONU en cours pour avoir une idée de la taille de la chose. On parlait du maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est quoi sa définition? Et je me tiens dans le cadre étroit de la Charte des Nations Unies, qui est le seul document juridique, en fait, qui met la paix au centre de sa démarche. C'est le chapitre 6, le règlement pacifique des différends. On a tendance à oublier ça. Et ensuite, je parlais de la contribution du Canada en 2014 et du Canada comme acteur international. Et comme j'ai déjà dit à mes amis canadiens ici, ce n'est pas une séance d'autoflagellation, c'est une analyse plutôt froide. Alors, il y a 17 opérations actuellement en cours, vous les voyez sur cette carte des Nations Unies. Une est une mission politique, la MINUC au Kosovo, qui est plus une mission militaire. Et tout le reste, beaucoup, comme vous voyez, quelques-unes en Asie, 3 en Asie, beaucoup au Moyen-Orient, l'Afrique, qui est le centre actuellement bouillonnant des opérations de maintien de la paix, et Haïti, qui n'est pas vraiment une mission de maintien de la paix, mais qui est gérée dans ce cadre. Alors, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, 17 opérations en cours, un effectif de 117 000, entre 117 et 130 000, un effectif de civils et militaires, ce qui est considérable, avec un budget de 7 milliards, près de 8 milliards. Ce qui est beaucoup moins que les dépenses d'armement des États-Unis en passant. Et les missions ont tendance à être complexes dans des conditions extrêmement difficiles, avec des effectifs importants. En République démocratique du Congo, qui est un énorme pays, on a un effectif de 25 000 militaires. Au Darfour, 23 000, qui est aussi un endroit assez chaud. Au Soudan, en Côte d'Ivoire, en RCA, au Liban, en Haïti, on parle de missions d'environ 10 000. 10 000 hommes, femmes, policiers, militaires et observateurs. Et certains civils dans l'administration. Alors, qu'est-ce que la paix et la sécurité internationale au titre de la Charte des Nations Unies? Passons rapidement, vous savez déjà ça, j'imagine. Elle est définie dans les chapitres 6, 7 et 8. 6, c'est le règlement pacifique des différends. 7, c'est lorsqu'il y a rupture, bris de la paix. Et 8, c'est le rôle des organisations régionales qui n'a été activé qu'il y a quelques années, lorsque l'Afrique a commencé à tenter de monter ses propres missions de maintien de la paix, ou qu'on a été forcé par nos amis chinois à faire une mission hybride. Alors, le renforcement, le fondement du maintien de la paix est au chapitre 6. Parfois, on parle de chapitre 6, 6 et demi. En fait, le maintien de la paix trouve son origine au chapitre 6. C'est une force d'interposition qui est destinée à permettre une discussion politique. Une force d'interposition, et ça fonctionnait avec le consentement des parties. Alors, mais bien entendu, le tribunal suprême et le Conseil de sécurité
Et le Conseil de sécurité, c'est un comité politique, dans lequel il y a 5 puissances qui mènent des politiques de puissance. Et il y a un certain nombre de membres élus qui peuvent s'aligner sur une politique de puissance, ou lutter, ou tenter, en faisant jouer les groupes régionaux en politique multilatérale pour influer les permanents. En 1996, j'étais responsable au Canada de la mission en Haïti, et les Russes, mécontents de l'attitude des Américains, coupaient doucement les ailes à la mission. À chaque renouvellement de mandat, aux 6 mois, ils nous enlevaient 400, 300 soldats. Et on arrivait à un moment de rupture, parce que les militaires, sous un certain nombre, ne veulent plus jouer. Et on a dû monter tout un schéma d'attaque des Russes et des Chinois, utilisant les groupes régionaux. Alors, le Canada nous aurait envoyé paître, pour une expression vulgaire, mais les latino-américains, l'Afrique francophone, anglophone, et les gens des pays asiatiques ont réussi à les convaincre de lâcher un peu plus. Alors donc, le passé glorieux du Canada est derrière nous. Ça, c'est un petit tableau aussi pour voir le rôle du Conseil de sécurité au titre des 2 chapitres opérationnels. La détermination, c'est que le Conseil de sécurité décide ce qui est une menace ou susceptible de menacer. Il est maître de ses décisions. Le Rwanda a décidé que ce n'était pas une menace. L'action, il peut inviter l'action principale sous le chapitre 6, c'est inviter les partis à négocier, faire enquête, recommander, faciliter. Toutes ces choses ne sont pas très populaires au public, parce qu'on dit toujours, ils vont encore faire une enquête. Mais en fait, la diplomatie travaille en sourdine, secrètement, et ne peut pas le faire en public de façon très efficace. Et lorsqu'on constate une menace, on décide de mesures. Les mesures, on les voit en bas: diplomatie, négociation, arbitrage, règlement judiciaire, parce qu'on peut avoir recours à la Cour internationale, opération de maintien de la paix, les sanctions, l'usage de la force. Là, on a tendance actuellement, dans une période où on fait usage de la force de façon intense, le Canada a donné très fort là-dessus. En Libye, on n'a pas tenté de discuter, on a envoyé la force militaire. C'était l'équivalent de donner un coup de pied dans la termitière, qui maintenant est termite partout dans le Sahel. Alors, la communauté internationale, je parle de la communauté internationale parce qu'elle s'est employée de façon abusive. En Afghanistan, on parlait de la communauté internationale. Dans la deuxième guerre d'Irak, on parlait de la communauté internationale. La communauté internationale, il n'y en a qu'une seule, elle est formée de l'ensemble des pays membres des Nations Unies, les 193, munis d'une décision du Conseil de sécurité. Ce n'est pas une coalition avec, même à certains des pays très respectables, les États-Unis ou le Royaume-Uni, qui forment la communauté internationale, ni une organisation régionale, tout aussi respectable qu'elle fut, une organisation des États africains, qui peut se dire la communauté internationale. Alors, le Canada au Conseil de sécurité. Nous avions comme politique de nous présenter aux élections à tous les 10 ans, toutes les décennies. Alors, nous avons été élus de façon, à toutes les dates, jusqu'en 2011. Alors, moi, j'ai fait campagne pour 99-2000, j'ai siégé au Conseil de sécurité en 99-2000, donc j'ai vu comment ça fonctionnait de façon très intime. Les circonstances ont fait que lors de la première présidence canadienne, mon chef, qui est le représentant permanent du Canada, a été victime d'une crise appendicite. Donc la première semaine de la première présidence canadienne, en 1999, j'étais président du Conseil. C'était un peu, disons, stressant, mais très intéressant. Alors, donc on a été battu en 2011 par le Portugal. Il y avait déjà 2 Européens sur la liste. L'outsider était le Portugal et le Canada. Les gens ont voté pour le Portugal et ont laissé le Canada sur le carreau. Et ça a été une déconvenue spectaculaire de la diplomatie canadienne. Alors, cette année, le thème de l'école d'été sur le maintien de la paix, c'était les nouveaux défis du maintien de la paix. Et on a eu le chef du département d'opération de maintien de la paix venir nous en parler. Moi, j'ai regardé cette liste, on n'ira pas dans le détail. Ces nouveaux défis ressemblent tout à fait aux défis que j'ai laissés en 2002, quand j'ai quitté les Nations Unies, quand on a fait la mise en œuvre du rapport Brahimi. Il nous restait à faire ça. Mais ce qui est important,
l'usage de la force reste une exception et doit rester une exception. Il ne faut pas que le Conseil de sécurité se transforme en machine à donner des missions de combat. Ça affecte terriblement la crédibilité et du Conseil et des Nations Unies. Et c'est comme ça que le drapeau des Nations Unies est devenu une cible comme une autre. On l'a vu, la guerre Brahimi en a beaucoup parlé, en Irak, en Algérie, et un peu partout en Afrique. Maintenant, les missions des Nations Unies sont parfois attaquées. Alors, le maintien de la paix n'est pas un substitut à un accord politique. On reste sur les principes fondateurs de l'impartialité, du consentement des parties lorsqu'il y en a. On verra qu'il y a des exceptions. Et actuellement, la difficulté, c'est que les missions se déploient de plus en plus fréquemment à côté d'opérations militaires. Il y a l'opération des Nations Unies, par exemple, en Afghanistan, qui est une de formation et d'appui à l'État afghan, mais elle est déployée dans un cadre où il y a une mission de guerre, à laquelle le Canada participe. Et dans une situation de combat, on ne fait pas de différence. Ni la Croix-Rouge, ni le Croissant-Rouge, ni le drapeau canadien, ni le drapeau des Nations Unies. Alors, il y a un changement de nature des opérations de maintien de la paix. On est très loin des missions d'interposition originales. Ce qui arrive actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de missions dans lesquelles il y a des groupes incontrôlés. On a l'accord des parties essentielles au conflit, mais il y a des groupes incontrôlés qui vont attaquer la mission. Alors, la réponse des Nations Unies, qui était proposée dans le rapport Brahimi, c'était la création de missions qu'on appelait robustes. Et on a dans un manuel de principes et orientations, on ne peut pas utiliser le mot doctrine des Nations Unies, c'est au militaire, mais les principes et orientations, c'est la doctrine d'utilisation des forces des Nations Unies. Et en 2008, on a publié ça. Quand j'ai lu ça, moi j'étais à la chaire Raoul Dandurand, j'ai dû m'asseoir, j'étais étourdi parce que en 2001-2002, on était incapable de même aborder cette question des Nations Unies. Ce qui a changé, c'est la situation en Afrique qui a modifié l'attitude, entre autres, des pays africains. Ça, c'est un petit graphique qui nous aide à comprendre l'évolution historique des opérations de maintien de la paix, la robustesse et le risque. 2 missions d'observateurs, avec le consentement de toutes les parties, avec des moyens finalement très classiques, aux missions d'interposition, qui est ce qu'on appelle le maintien de la paix classique, aux missions complexes, qui sont les missions où on a ajouté police, réforme de l'État, divers éléments, et aux missions d'interposition de la paix. Et alors en Afrique actuellement, où on a ces missions très robustes, c'est à l'intersection des missions complexes et de l'imposition de la paix où il y a des ruptures parfois. Alors c'est un petit graphique, mais je vais abandonner la classification classique complexe. On est mieux de s'en remettre à cette... Alors, le nouvel horizon, c'est un appel désespéré du département d'opération de maintien de la paix des Nations Unies, du secrétaire général, pour que les pays s'entendent sur les objectifs, par la planification, la gestion et la dotation des opérations de maintien de la paix, qu'un consensus émerge dans la mise à disposition des capacités. Un pays où le Canada, traditionnellement, mettait ses troupes au service des Nations Unies. La Hollande, la Norvège, beaucoup de pays le faisaient. Maintenant, on s'est presque tous retirés, peut-être pas même pas que le Canada, mais en général. Et le partenariat pour l'avenir, c'est justement de créer cette réserve, un effort collectif. C'est exactement ce qu'on disait au sortir du rapport Brahimi en 2000. Et lorsque les recommandations du rapport Brahimi ont été déposées, le coordonnateur du groupe des 77 m'a dit « Le rapport Brahimi va rejoindre l'agenda pour la paix de Boutros Ghali sur une tablette avec la poussière. » 2 ans après, on a doté 217 nouveaux agents aux Nations Unies et le rapport Brahimi s'est mis en bas. J'étais un acteur important dans ce processus parce que je présidais le groupe de travail, mais c'est un effort collectif considérable et c'est surtout l'éveil de nos collègues africains. Alors, tous ces besoins, l'armée et les capacités canadiennes permettent de les servir. Alors, l'engagement de nos forces en Afghanistan, outre le fait qu'il a épuisé l'armée canadienne,
que nos 5 groupes armés ont dû contribuer à un bataillon. Pour garder 2500 hommes sur le terrain en Afghanistan pour une mission de combat, il a fallu utiliser non seulement tous nos bataillons, mais 25, parfois 25% de réserve. Alors, c'était un effort considérable. Et on est sorti de ça avec des équipements très performants, allemands, beaucoup américains, qui serviraient beaucoup dans des opérations un peu plus risquées, pour des opérations robustes, blindés légers, engins de déminage, ainsi de suite. Et notre force aérienne développait une capacité expéditionnaire en allant attaquer la Libye, entre autres. Alors on peut envoyer nos chasseurs maintenant avec une mission de 30 jours, les réapprovisionner en 60 jours. J'ai mis ces chiffres parce que c'était, dans le cadre des Nations Unies, l'urgence était 30 jours pour le premier déploiement et 60 jours, entre 30 et 60. Donc on a une capacité, du moins dans le domaine aérien, de faire ça. Et puis ensuite, on a acheté ces magnifiques avions américains, les Globemaster, qu'on appelle CC-177 au Canada. Une première occasion nous a été donnée de les mettre au service d'une opération de rétablissement de la paix. Paris nous a appelés pour nous demander si on pouvait les aider à transporter leurs effectifs au Mali. Le gouvernement du Canada a tergiversé pendant une semaine avant de dire oui, mais pour 2 semaines. Alors je l'ai dit à l'époque dans une conférence, c'est la première fois qu'on voyait un Globemaster C-177 voler de reculons de Trenton au Canada jusqu'à Paris. Finalement, ça s'est réglé, mais c'était bien difficile. Alors, ces forces-là sont exclusivement déployées dans le cadre d'opérations de l'OTAN. Ces capacités nouvelles et éprouvées, qui ont été testées, sont singulièrement adaptées aux besoins du médecin de paix et on pourrait jouer un rôle là-bas. Alors, rapidement ici, c'est un tableau sur les interventions du Canada. Une synthèse de ce qui a été fait depuis la guerre de Corée. On a envoyé des contingents de l'aéronaval et des contingents dans toutes sortes de missions, souvent avec une résolution du Conseil de sécurité, le mandat, jusqu'au Kosovo. Au Kosovo, le Canada a agi sans mandat du Conseil de sécurité, contrairement au droit international. J'ai dû défendre cette position. Mais on a, au Conseil de sécurité, immédiatement après le succès de l'opération, adopté la résolution 1244 qui a créé une administration transitoire des Nations Unies. Encore une fois, on a joué dans le dos des Nations Unies quand on a reconnu le Kosovo comme étant indépendant, même si cette résolution dit qu'on le défendra. Alors, le Timor oriental, c'est un bel exemple. La mission des Nations Unies a été autorisée par l'Indonésie. C'est une séance extraordinaire du public du Conseil de sécurité où l'ambassadeur d'Indonésie, qui était un ancien ministre des Affaires étrangères, a été convaincu par l'ensemble des interventions d'accepter la mission des Nations Unies et d'éviter la guerre. L'un des plus beaux moments de la diplomatie que j'ai vécu, c'était l'ambassadeur Visibono, qui avait dirigé une mission en Haïti, à laquelle j'ai participé. En Afghanistan, là, on a utilisé un mandat des Nations Unies, qui est une mission de formation et de protection de Kaboul. On l'a outrepassé en mettant nos troupes sous le drapeau de l'OTAN et en les envoyant dans la province de Kandahar. Alors, on a combattu depuis le début, depuis les premières opérations américaines, les forces spéciales canadiennes ont travaillé avec les Américains en Afghanistan. Et les Canadiens ont appris ça une journée où l'aviation américaine avait attaqué les Canadiens en opération. Il y a eu quelques morts, tirs amis. Mais c'est comme ça que les Canadiens ont appris que déjà, sous M. Paul Martin, on s'était engagé dans des opérations militaires plutôt que militaires. Et la Libye, c'est un mandat parfaitement outrepassé. Protection des civils. Voilà, balayer le gouvernement, appuyer les rebelles. Maintenant, il faut dire à la décharge de tous les pays qui ont participé à ça que M. Kadhafi n'avait pas beaucoup de... Bon, alors on peut dire maintenant qu'à proprement parler, en 2014, le rôle du Canada dans le maintien de la paix, on ne peut plus en parler de façon historique comme je viens de le faire. C'est pas notre contribution dans le passé qui est importante, c'est ce qu'on peut faire maintenant. Et ce qu'on fait maintenant, c'est rien. Et ça qui est dommage. Rien, c'est une façon de dire, parce qu'on est l'un des principaux contributeurs. Alors, au plan financier. Alors,
Qu'est-ce que c'est que la contribution du Canada? C'est notre quote-part du budget des opérations de maintien de la paix. C'est le principal. Et vous voyez qui paye maintenant. Les États-Unis à 28,38%. Et cette pratique américaine de payer une bonne partie du budget des Nations Unies est issue de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où les États-Unis faisaient plus que la moitié de l'économie mondiale, ou les 3/4 de l'économie mondiale. C'était les seuls vraiment à avoir les moyens. Mais les États-Unis l'ont gardé par la suite parce que c'est une façon d'essayer de contrôler les Nations Unies. On coupe les fonds. Il y a des arriérés absolument fantastiques parfois. Jusqu'à temps qu'on arrive à la contribution annuelle, parce que si on dépasse la contribution annuelle, on perd son vote à l'Assemblée générale. Et la veille de perdre son vote à l'Assemblée générale, il y a un ambassadeur américain qui arrivait avec beaucoup de dollars pour mettre les compteurs à zéro. Et ça recommence constamment, cette pression. Et sous une recommandation du Canada, on n'aura pas le coupable, on a essayé, j'ai convaincu les Européens de prendre 15% du budget, 25%. Et nos amis américains nous ont dit gentiment, il n'en est pas question. Alors, le Japon, 10,83%, le Canada, près de 3%. Ça, c'est une contribution automatique. Hein. La facture arrive, la note arrive à Ottawa, et notre ministre des Finances signe un chèque. Il n'y a pas de vote au Parlement, c'est une contribution obligatoire. Alors, même si on n'aime pas le maintien de la paix, même si on n'en fait plus, on est quand même un des acteurs importants du financement du maintien de la paix. Mais nous sommes menacés parce que bientôt, le Canada et l'Espagne ne seront plus dans les 10 principaux contributeurs, parce que déjà, on a vu des pays comme la Corée monter dans la grille. Et là, on pourrait même disparaître de cette grille. Alors, mais l'absence notoire, et celle qui est la plus douloureuse, c'est bien qu'on ait contribué très généreusement des équipements, de la formation, par exemple, à la mission au Soudan. On a donné une centaine de véhicules blindés, on a envoyé des formateurs, de l'aide technique, et tout ça a été fait très discrètement pour aider nos amis africains. Et on a dépensé beaucoup d'argent pour ça, mais comme ce n'est pas dans le cadre des Nations Unies, c'était de façon plus ou moins bilatérale, ça compte pour du beurre. Parfois le beurre peut être cher. Alors, c'est au plan des effectifs, c'est la présence physique des Canadiens sur le terrain qui est la plus déplorable. Alors, le dernier point, c'est que la contribution qu'on a faite dans la création du rapport Brahimi, beaucoup des recommandations du rapport Brahimi étaient issues de recommandations canadiennes, beaucoup d'études sur le maintien de la paix, et beaucoup de ce qui était dans le rapport Brahimi était canadien. Alors on avait de quoi être satisfait. Aujourd'hui, on ne pourrait plus faire une contribution de cette nature-là, parce qu'il n'est pas dans la contribution. Alors, le tableau de bord du Canada, lorsqu'on me demande de parler du Canada et du maintien de la paix, c'est ça que je devrais vous montrer. À mars 2014, total de 122. Alors, la plus importante mission, c'est Haïti, à MINUSTAH. 87 policiers, 73 hommes, 14 femmes, 7 militaires qui sont des officiers d'état-major pour un total de 94. En RDC, qui est toutes des missions les plus complexes, les plus importantes, on a 9 militaires, tous des spécialistes des questions d'état-major. Et rappelez-vous qu'en Afrique, l'armée canadienne a une capacité bilingue qui est absolument extraordinaire. Plus que le québécois, le créole québécois est apprécié généralement par les gens qui ou parlent créole ou aiment ce style très direct. Là, je viens empiéter sur le crâne de Dali et pourrais vous en parler de façon beaucoup plus claire. Au Soudan, à Chypre, bon, il reste un officier d'état-major à Chypre. À Chypre, les Canadiens ont déployé pendant des années 350 soldats, sans arrêt. Et il y avait deux générations de militaires. Alors le père avait servi, le fils a servi, et là on s'est dirigé vers la troisième, le gouvernement a dit qu'il faut cesser parce qu'on avait le sentiment de faire partie du problème à Chypre, discussion dans Chantepie en fait. Et on a dit on va mettre un terme à cette mission. Et on l'a fait en 92.
Et ils ont gardé quand même un officier d'état-major, et je me souviens, mon ministre avait dit, et lui, c'est quand même, on peut laisser un. Soudan, 10, Oudzo, entré en Israël, ce sont les observateurs qui sont là depuis 48 ans. Et donc, un grand total de 122 Canadiens sur les 117 000 déployés. Alors, par comparaison, regardons ce que font les autres. La Chine et le pays permanent du Conseil de sécurité, qui est au 14e rang des pays contributeurs et déploie 2177 militaires et observateurs. Beaucoup en Afrique. Et aussi dans la Finlande, sur la frontière du Liban. Donc un intérêt chinois très réel aux opérations de maintien de la paix. Et sans doute, d'ici quelques années, les Chinois pourront influer sur le cours du développement des opérations de maintien de la paix. La France, au 26e rang, la France, en plus de cet effort, qui est surtout dans le Finlande, déploie des milliers d'hommes en Afrique dans des missions de stabilisation ou d'imposition de la paix. Alors c'est un effort très considérable, mais ils sont au 26e rang. Le Royaume-Uni est déployé à Chypre, donc personne ne veut plus y aller, les Britanniques y vont. Ils ont 2 bases souveraines à Chypre, et ils écoutent. Ce sont des grandes oreilles de la Grande-Bretagne. Les États-Unis, vous êtes au rang du Canada, 120. La Russie est derrière nous, heureusement, 107. L'Italie, 1138. Dans la Finule, surtout, parce qu'ils ont des intérêts méditerranéens très sérieux. Alors bon, on regarde toujours les Italiens en souriant, hein, mais ils savent où se trouve l'intérêt. L'Espagne, de même, au 36e rang. Et le Canada, au 61e rang. Alors, par contre, on a 300 militaires déployés à tout moment dans des opérations militaires. J'ai contre-terrorisme, d'observateurs, de missions internationales non ONU, la KFOR de l'OTAN, qui est une mission de l'OTAN au Kosovo, et les liaisons avec le quartier général des États-Unis à Bahreïn. Bon, c'est un secret polichinelle que les militaires canadiens et américains travaillent ensemble, fait partie d'une même alliance. Alors, on arrive au douloureux du sujet, c'est le Canada comme acteur international. Et même s'il n'était pas, cette politique étrangère n'était pas très visible, elle était très efficace. Et les collègues diplomates dans le monde multilatéral avec lesquels j'ai travaillé reconnaissaient cette capacité qu'avait le Canada. On repasse. Deux fournisseurs de contingents, expérience résiduelle, image de pays modérés affectés. Alors imaginez, alors on prend position pour Israël sans nuance. On a abandonné l'environnement. On a tenté de rejeter la convention sur les autochtones. On s'est attaqué à la Commission des droits de l'homme. On s'attaque ouvertement aux Nations Unies. Le Canada est hostile aux Nations Unies. Les discours de M. Harper, maintenant, et de notre ministre des Affaires étrangères, M. John Baird, sont faits dans le cadre de l'Assemblée générale, mais attaquent les Nations Unies. M. John Baird a eu le culot de dire que les 50 ans de maintien de la paix du Canada est une parenthèse. C'est un peu fort parce que ça ne laisse pas grand-chose en dehors de la parenthèse. Alors, en quelque sorte, c'est la fin du multilatéralisme. Et sans sa capacité de négociation multilatérale, faisant jouer toutes ses alliances et ses associations, le Canada redevient un petit pays qui est dans le tropisme, cette attirance américaine, c'est un peu... Et notre politique est de plus en plus identifiée à la politique américaine. Les Canadiens ont dit on a la même politique que les États-Unis. C'est pas vrai parce que M. Harper est à la droite de M. Obama. Il est plus du côté de M. Bush, George. Ça, on a déjà parlé de ça. Et alors, je dirais que c'est le résultat d'une politique délibérée du gouvernement canadien qui, en 5 ans, donc 5 coups de cuillère à peau, plus que la norme, a miné l'image du Canada qu'on avait mis 50 ans à construire et l'écart se creuse. Alors, à cause de ça, on a une marge de manœuvre réduite. On est devenu un fidèle allié, même avec des moyens militaires accrus qui nous auraient permis de mieux paraître.
Et le Canada court devant une meute de plus en plus réduite. Alors cette meute, c'est Palau, c'est le Marshall. Et je fais référence là, en 1985, j'étais à une conférence de la CSCE, la conférence sur la sécurité et la paix en Europe, 31 rapprochement Est-Ouest. Et le délégué, la Tchécoslovaquie, fait une intervention et attaque le Canada en disant que le Canada est le chien courant de l'impérialisme américain. Alors on a tous crevé de rire, c'était très difficile de prendre au sérieux. À l'époque, c'était complètement ridicule. Mais aujourd'hui, même si ce n'est pas le cas, l'image projetée est malheureusement d'un pays complètement servi à des politiques qui ne sont pas nécessairement initiées. Et ça, c'est dû à la composition du Canada. La politique étrangère canadienne maintenant se réduit à une politique électoraliste. Dans le cas d'Ukraine, on ne réfléchit pas, on parle aux Ukrainiens de l'Ouest canadien, qui sont 1,5 million, qui votent, et ces gens ont tous fui soit l'Ukraine à la fin du deuxième conflit mondial, ou l'Union soviétique, et pour eux, les Russes, c'est l'Union soviétique. Dans le cas d'Israël, les Juifs canadiens, comme tous les Juifs dans le monde, ont dû se défendre contre l'antisémitisme, qui était un véritable problème dans les années 30 au Canada et dans l'après-guerre. Et ils ont créé des réseaux extrêmement puissants. Et actuellement, ces réseaux-là sont malheureusement maniés par Israël. Et le Canada cède à cette pression. Alors, si on veut reprendre notre place dans le multilatéralisme, et l'opposition, les membres d'autres politiciens canadiens y pensent, parce que c'est vrai qu'actuellement, le multilatéralisme, dans un monde qui est moins polarisé, devient plus intéressant et l'action multilatérale est possible. Mais ça va être un très long travail de construction. Alors, l'armée canadienne, j'en ai parlé, là c'est un coup de brosse illustrée, comme on dit. C'est un pays apte à répondre efficacement aux défis du maintien de la paix, défis modernes. L'armée est très bien équipée, très bien encadrée, très mobile. On a maintenant des capacités de déploiement de force qu'on n'avait pas. Et on est adapté aux missions les plus difficiles, comme aux missions d'interposition. Le Canada a été défendu comme une menace particulière. Et donc, on pourrait se redonner un rôle central dans la définition du maintien de la paix et à améliorer au renforcement de la communauté internationale, à sa crédibilité qui maintenant a été mise à mal. Alors, il est important aussi de se déployer conjointement et solidairement avec les pays en émergence et nos amis africains dans la mission. Je ne veux pas de leur donner des documents, taper dans le dos et dire allez-y, vous vous déployez. On doit s'engager, je pense, dans les défis du nouvel horizon et contribuer, comme je le disais, au renforcement de la communauté internationale. Mais on reste quand même à la fin de cette analyse-là sur un avenir incertain. Les dommages à notre image internationale sont considérables, je dirais peut-être même irrémédiables dans l'avenir à moyen terme. Et si on veut reprendre la place qu'on occupait au sein du Conseil des Nations, il va falloir pagailler très fort et investir beaucoup. Le gouvernement ne tente pas à faire ces temps-ci. Et il faut dire que les conditions qui avaient permis au Canada de s'élever à cette altitude-là, qui selon certains était un peu au-dessus de sa valeur ou ses moyens, tenait au fait qu'il a joué un rôle intermédiaire entre l'Europe en construction, les États-Unis, et s'est assuré au fil des ans une présence plus forte. Et tout ça s'évapore très rapidement. Et le rôle qu'on jouait, plusieurs pays sont intéressés à le jouer maintenant. Le Brésil, l'Amérique latine, l'ont remplacé en Haïti. Et de façon très efficace. Quand je travaillais au centre Pearson, le maintien de la paix, que je défends parce que le gouvernement a cessé son appui financier, on a formé les formateurs latino-américains qui aujourd'hui prennent le relais de ce qu'on a fait dans le passé. Alors voilà, je termine là-dessus et je me laisserai guider par vos questions pour le reste si vous n'êtes pas complètement épuisé, parce que j'ai largement excédé les 6 minutes en langue étrangère qui sont permises pour garder l'attention des gens. Question. Merci Michel de cet exposé très clair, très pédagogique
qui nous ouvre un horizon qui peut-être désormais n'est pas si ouvert pour le Canada. Je me rappelle, il y a des années, le Canada jouait également un rôle de médiation diplomatique très important avec l'Iran. Je me rappelle à l'Université d'Ottawa, on accueillait le vice-président iranien pour discuter entre universitaires, mais sous l'impulsion du ministère canadien des Affaires étrangères, des questions nucléaires et préparer le terrain au niveau des négociations internationales. Et quand je prends acte de la décision canadienne de couper les rapports diplomatiques avec l'Iran à une époque, l'année dernière, une époque où tous les pays européens, y compris les États-Unis, sont en train de revenir au regard du potentiel de l'Iran à l'échelle mondiale, dans l'économie, etc., je me demande quelles sont les raisons de cette fermeture et de ce blocage par rapport à l'Iran. L'attitude par rapport à l'Iran et au Hezbollah est liée directement à notre politique envers Israël, qui est un asservissement complet de la politique étrangère canadienne à l'approche israélienne. On a mis le Hezbollah sur la politique, les parlementaires du Hezbollah, les parlementaires sur la liste des terroristes. Alors, à l'époque, je veux dire qu'à mon corps défendant, j'étais ambassadeur du Canada au Liban, j'ai battu le bec et honte contre cette décision, disant que si on avait fait la même chose avec le Sinn Féin, on n'aurait jamais eu de paix en Irlande. Mais on n'a pas prévalu, les forces du mal ont prévalu. Et l'Iran a rompu de relations diplomatiques, on a expulsé les Iraniens, et on a déclaré que l'Iran était la principale menace à la paix et à la sécurité internationale. Quelques mois plus tard, on s'est aperçu que nos amis américains étaient plus censés discuter avec eux, même les Européens. C'est pas la seule condition de la diplomatie, c'est d'accepter de discuter. Donc on s'est même coupé de la diplomatie. C'est dramatique, hein, du point de vue d'un ancien diplomate de l'approche personienne, c'est très très difficile. Oui. Vous m'avez convaincu. Je pense que le Canada doit reprendre sa place dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Alors, qui doit prendre le gouvernail pour que ça se réalise? Il va y avoir probablement, je ne veux pas faire le prophète ici, faire plus une prédiction qu'une prévision. Nul n'est parfait chez soi. Donc là, vous êtes aux États-Unis. Oui, mais reste quand même très prudent. Mais je pense que le gouvernement Harper arrive à son terme. Il a épuisé la veine de l'extrême droite, mais c'est vrai que l'extrême droite au Canada, c'est très près du centre, mais il reste quand même que cette tendance extrême commence à s'épuiser. Et ce qui est nouveau, c'est que cette attitude, par exemple, vis-à-vis du conflit de Palestine, a importé au Canada la dispute. On avait peur de pro-palestiniens qui cherchaient à attaquer les pro-israéliens. Il y avait des manifestations pour la paix. Et là, on voit maintenant, même dans les provinces de l'Ouest canadien. Et ça fait réfléchir les Canadiens, qui sont des gens, par essence, très pacifiques. Alors, il faut un changement de gouvernement. Mais sur des questions aussi épineuses que la Palestine, même l'opposition canadienne n'est pas très forte. Parce que les groupes de pression sont là, tout le monde est convaincu que les musulmans sont des terroristes. C'est une image. Alors qu'on a beaucoup de Maghrébins qui sont installés au Québec et en Ontario, et qui sont des gens qui ne sont pas venus faire de la politique, mais faire leur vie. Mais on est en train d'importer, par cette attitude hostile, on importe la dispute. Alors il faut un changement de gouvernement. Attendons 2015, 2016 pour voir ce qui va arriver. Voilà, oui. Je connais mal le sujet, mais quelles sont les raisons qui ont fait que le Canada a changé? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est des raisons idéologiques? C'est-à-dire lié au Parti libéral? Est-ce qu'il y a des tendances lourdes? C'est une question très intéressante, hein, et la réponse est un peu complexe. Le changement sous Jean Chrétien et Paul Martin, c'est un changement qui est induit par l'armée canadienne. Les militaires canadiens ont dit, bon, il faut cesser de jouer au Boy Scout, on veut travailler avec nos collègues de l'OTAN, surtout après l'expérience de Bosnie-Herzégovine. Nos troupes de maintien de la paix ont été témoins de massacres, d'exactions.
Et cette concession qui a été faite aux militaires de renforcer l'armée, de l'engager dans des missions de combat, a été accueillie par recueillie en fait par des conservateurs qui, eux, étaient vraiment encore sous l'empreinte de George W. Bush. Et donc, ça commence par une volonté militaire d'avoir plus de missions de combat. Ils ne demandaient pas complètement de cesser de faire du maintien de la paix, mais ça a été aggravé par l'arrivée de gens qui sont en faveur d'une diplomatie directe, c'est-à-dire on va leur dire dans la face, comme on dit en québécois. Ça, c'est pas de la diplomatie, ça s'appelle de la propagande. Et on parle surtout aux Canadiens. Alors, je pense que c'est ces facteurs-là qui ont joué. Et puis, en amenant la politique étrangère sur le plan de la politique intérieure, donc une politique électoraliste, là, c'est joué avec la dynamique, parce qu'on ne peut plus prendre de prise de position. Et c'est un danger qui menace beaucoup de pays, dont la France, entre autres. D'amener ça sur le terrain intérieur, il y a des disputes internes, on les aggrave. Oui, je peux avoir deux questions. D'abord, vous êtes un diplomate d'expérience. Est-ce que vous êtes en activité? Non. Non, je suis un diplomate comme j'ai été archéologue. J'étais un archéologue, un préhistorien dans ma première carrière pendant 10 ans, de 63 à 73. Et je reste un anthropologue et ma formation d'archéologue est toujours là, mais je ne pratique plus. Et quand j'ai quitté mes fonctions diplomatiques en 2006, en janvier 2006, j'ai cessé d'être un diplomate canadien. Je suis quelqu'un qui a une expérience. 32 ans quand même. Est-ce que vous pouvez revenir en activité? Parce qu'il me semble que c'est un métier, une fonction qui demande beaucoup d'expérience. Des gens, des hommes, des situations, connaissance des langues, capacité de voyager, de manger des nourritures étrangères sans avoir la diarrhée, de boire sans être sourd, d'avoir la diarrhée sans me laisser paraître. Le problème, c'est que si je voulais reprendre du service, il faudrait que je le fasse par la voie politique. Il faudrait que je m'engage politiquement. Mon engagement politique actuel, c'est de parler comme je le fais à la presse, et de prendre le contre-pied des politiques canadiennes et d'expliquer pourquoi. Comme par exemple, je vais expliquer à Fanny que j'avais dit très tôt que non, Bachar al-Assad ne sera pas renversé. Et alors, on a cessé de m'inviter à parler du cas de la Syrie parce que je ne disais pas qu'il va être renversé dans 6 mois. Et là, ils reviennent me parler de la Syrie. Ils sont plus attentifs à ce qu'on a à dire. L'attachement au monde académique, à l'université, ça permet de servir de porte-parole et de critique. Beaucoup de mes collègues font ça, vous les connaissez. Bob Fowler fait la même chose. Lui, il bat son tambour africain, parce que c'est un africaniste, il est très choqué de voir les engagements canadiens. Moi, je le fais dans le domaine de la paix et sécurité nationale, et puis aussi le prochain papier que j'écris sur la diplomatie directe, pour faire comprendre aux Canadiens que la diplomatie directe, c'est pas de la diplomatie. Et si le Parti libéral reprend ce qu'il parlait, est-ce que vous reprendrez du service si on vous donne une fonction de diplomate? Tu passes l'âge. Oui. Bon, alors, l'autre question, excusez-moi. Vous avez dit diplomatie directe, c'est pas ça. C'est quoi la diplomatie? Quelle est sa fonction? Parce que dès qu'on dit le mot, la grande majorité des gens pensent à dépenses d'argent, gaspillage, c'est-à-dire que se demande est-ce que ça a une importance. C'est quoi exactement? La diplomatie, c'est essentiellement le règlement pacifique des différends. Et c'est une négociation qui se fait dans l'ombre. Jamais un peu plus. Parce qu'il y a 3 principes, il y a 3 règles d'or. On ne doit jamais mentir. Pour vous rassurer, ça ne nous oblige pas à dire toute la vérité. On doit négocier de bonne foi, ne jamais faire croire qu'on est capable de convaincre son gouvernement de faire quelque chose. Et il ne faut pas surprendre. La seule surprise qui est permise en diplomatie, c'est l'élégance de la formulation. Et on commence à... La diplomatie se fonde sur la recherche d'intérêts communs. C'est une négociation particulière.
que pour que réussisse une bonne démarche diplomatique, il faut trouver les intérêts communs. Donc, la tâche à partir de là. Et au début, on écarte les sujets qui choquent, qui fâchent, pour les régler vers la fin, une fois qu'on établit une base commune. C'est comme ça que ça se fait toujours. Et c'est pas une recette, hein. C'est un peu comme faire la guerre, hein. Il faut s'adapter au terrain, utiliser les moyens qu'on a. Dans le monde multilatéral où j'ai beaucoup travaillé, moi j'ai travaillé à l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique, j'ai travaillé à la CSE, à la Conférence de la sécurité et de développement, j'ai déjà à l'OTAN et aux Nations Unies. Dans le monde multilatéral, un pays comme le Canada avec beaucoup de moyens de discuter avec, pas directement, mais indirectement, et de faire pression, d'amener des idées par l'extérieur. Alors, j'ai une présentation sur la diplomatie. C'est un peu décevant d'en parler, mais les gens disent la négociation. Je dis toujours aux étudiants qui font les simulations des Nations Unies, la première qualité d'un diplomate, c'est l'écoute. On ne va pas négocier avec des gens qu'on ne connaît pas. Il faut comprendre et intégrer la position de l'adversaire. Bon, on ne définit pas comme un adversaire, mais si vous ne savez pas ce que attendent les autres, vous ne pouvez pas négocier. Bien comprendre sa propre position, mais de façon souple et non doctrinale, et faire une différence entre la prise de position et la négociation. Ce que disait mon ministre, moi, je ne le répétais pas en tant que diplomate. Mais dès la minute où la presse intervient et on se met à publier les déclarations, on retombe dans le mode propagande, c'est-à-dire ce sont des déclarations. Alors, c'est sûr que la recherche d'intérêt commun, c'est ça la base. Et c'est une science de l'ombre parce qu'il ne faut pas le faire sur la place publique, parce qu'on ne doit pas embarrasser les gens. On cherche à ne pas embarrasser les gens. Et c'est sûr que pour beaucoup de gens, et certainement dans la mentalité américaine, il y a un article d'un professeur que j'utilisais. Actuellement, aux États-Unis, la diplomatie, c'est vu comme une arme faible. Et même entre Américains, on n'arrive pas à s'entendre sur des questions budgétaires. On ne veut simplement pas négocier. Et alors ça mène tout droit à l'impasse. Mais il reste que, je dois dire que la diplomatie américaine est plus que très respectable. J'ai travaillé avec des collègues du State Department, département d'État américain, qui sont d'excellents diplomates. Heureusement, à travers ça apparaît tout à coup quelqu'un qui sort du Congrès, qui était dans le gauche à droite. Et eux sortent le pistolet plus rapidement que la langue. En parlant de langue, comment se fait le choix de la langue de travail chez les diplomates canadiens? Ah oui, mais ça c'est intéressant. J'ai le plaisir de vous parler en français aujourd'hui parce que moi, on m'a engagé pour parler français. Et comme je dis à mes collègues, on m'a payé pour parler français, je leur en ai donné pour de l'argent. J'ai fait toute ma carrière en français. J'ai rédigé des discours. J'ai été la plume de Jean Chrétien à quelques occasions, c'est pas toujours le cas. Mais c'est un homme assez extraordinaire, il a 100 ans. Bien sûr, je suis très bilingue, j'ai appris d'autres langues, mais j'ai pu faire ma carrière en français. J'ai parti du poste de base, 3e secrétaire jusqu'au rang d'ambassadeur. Alors à New York, j'étais pas extraordinaire et plénipotentiaire. Au Liban, j'étais extraordinaire, plénipotentiaire. Ces mots-là, c'est pompeux. Extraordinaire, ça veut dire que spécifiquement affecté au Liban. Et plénipotentiaire, c'est-à-dire qu'il y a plein pouvoir signé pour le gouvernement, mais ces pleins pouvoirs sont toujours accompagnés d'une autorisation. Et donc j'étais au rang d'ambassadeur à New York parce que j'avais été nommé ambassadeur en Haïti et j'étais sur la liste comme grand ambassadeur pour Haïti. Mais il y a eu une nomination politique, comme vous êtes très familier de ça. Le Premier ministre a choisi un membre du Parlement pour envoyer prendre un peu d'air. Et donc, je me suis trouvé sans job, avec le rang d'ambassadeur. Et là, on m'a menacé de m'envoyer à Harvard pour 2 ans.
Mais mon collègue à New York m'avait en vue négocier avec vos gens du département d'État. Il m'a appelé et il m'a offert ce poste. C'est comme ça que je suis. Merci Haïti pour le poste. Avant, c'est la honte. Quelqu'un va avoir, ça c'est fini. C'est un peu l'exil. Un peu l'exil. C'est un peu l'exil. Non, Il n'y a pas de poste. Ceux qui pensent à la carrière diplomatique, j'ai fait de la formation aussi. Quand j'ai quitté la direction de l'Europe de l'Ouest, qui était la plus grosse direction aux affaires étrangères, après celle des États-Unis, qui est presque un ministère dans le ministère, et j'étais en conflit avec mon sous-ministre adjoint, ce qu'il ne faut jamais faire, hein, jamais être en conflit avec ses supérieurs. Et j'ai été recruté par l'école diplomatique, et j'ai été directeur de l'école professionnelle. Et là, on me demandait comment est-ce qu'on fabrique un diplomate. Alors, il n'y a pas une université qui produit des diplomates. On ne peut pas sortir de l'université avec un diplôme en diplomatie. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du talent. Voilà, pas de fausse modestie, il faut du talent, pas mal de talent. Il faut de la chance. Il faut être déployé dans des endroits où votre talent va servir à quelque chose. Voilà, si vous êtes en train de faire des visas dans un pays lointain, ça va pas. Si vous n'êtes pas dans la capitale aussi, pour des périodes prolongées, vous n'êtes pas sous l'œil du maître, les promotions, on vous a sous l'œil du maître. En toutes les promotions que j'ai eues, il y en a une seule que j'ai eue à l'étranger, c'est à New York, après avoir présidé le Conseil de sécurité. Il a fallu qu'ils reconnaissent des talents en particulier. Mais autrement, c'est à Ottawa que ça se fait. Et quand on rentrait à Ottawa, qu'on est des êtres qui nous vivent dans des sociétés étrangères, quand on était rappelé à Ottawa, on appelait ça la peine capitale. Parce que, bon, c'est plus difficile, la hiérarchie est plus épaisse. Mais dès qu'on arrive au rang d'ambassadeur, là, le ministre vous téléphone directement, vous pensez, au début, vous pensez que c'est cool, mais quand vous êtes assis à votre bureau à New York, il y a zéro décalage horaire. Ça sonne et c'est le ministre. On était sous tension énorme. Et alors, de la chance, j'en ai eu beaucoup de chance. J'étais à Paris en 1974. Il y a eu la première conférence Nord-Sud. On l'appelait Kléber 1, Kléber 2. Ça prend beaucoup de recherches sur Internet pour trouver. Conférence Nord-Sud. Et puis, j'étais là pour 2 ans à Paris, mais j'étais le plus jeune. On m'a nommé secrétaire de la délégation. Et le ministre, M. McCacken, quand le moment est venu pour moi de rentrer, il dit non, je les garde. Alors, j'ai une année de plus à Paris. C'était vraiment merveilleux. Mais ça m'a donné une expérience particulière. Ensuite, j'ai été en Hongrie, à l'époque de la crise des SS-20 et des Pershing, et de l'état d'exception en Pologne. Imaginez-vous que j'ai été déployé en Allemagne entre 88 et 92. J'étais un expert des relations Est-Ouest. En 89, j'arrive là, le programme c'était la modernisation du nucléaire à courte portée et la réunification d'Allemagne avec un horizon de 25 ans. On arrive en octobre. En novembre 89, l'Allemagne est réunifiée. En 90, l'Union soviétique est dissoute. Et en 92, Maastricht, le traité de l'Union européenne, est signé. Alors, j'avais un collègue là, Robert Putschke, je lui ai dit, Robert, il faut trouver un autre job parce que là, notre spécialité est devenue l'histoire. Mais de là, bon, je suis tombé je suis rentré à Ottawa, j'ai fait l'Europe de l'Ouest, donc toute la création de l'Union européenne. Et puis ensuite, j'ai été à la formation qui m'a beaucoup appris sur la formation des diplomates, dont je viens de parler. Et de là, on est venu me repêcher pour m'envoyer en Haïti, parce qu'on avait besoin d'un francophone, pour les Haïtiens, pour aller relever l'ambassade qui était en quelques états. Et c'était entendu que je n'allais pas comme ambassadeur en Haïti cette année-là. On a trouvé un autre ambassadeur. Sa femme a eu un cancer, il a dû partir, alors ils sont tous tournés vers moi, ils ont dit, bon, Port-au-Prince. Bon, c'est un dossier, tu sais, comme les Haïtiens sont attachants, autant que les Canadiens, je dirais. Et c'était mon dossier, j'y suis allé.
Et là, je me suis fait évincer par une nomination politique et repêché à New York. Alors, c'est ça que je disais, mais mon personnel m'a donné un certificat. Échappé à Port-au-Prince pour aller se réfugier à la Grosse Croix. Et là, à New York, il y a eu 2 événements qui ont été vraiment historiques. C'est le rapport Brahimi et mon rôle comme président du comité de travail du comité spécial. Et le fait que j'ai remplacé mon collègue, senior, au Conseil de sécurité. Alors, une semaine au Conseil de sécurité, face à des diplomates très professionnels, j'ai bien fait mon travail, mais j'ai gagné en prestige de façon incroyable. Et donc, mon rôle dans le cadre du rapport Brahimi était facilité là. Donc, c'est la chance et le temps, entre 10 et 15 ans d'expérience, parce qu'on ne peut pas acquérir les ficelles de la diplomatie sans la pratiquer. C'est une pratique. Et la contribution que je fais, c'est d'amener le coup d'œil d'un praticien, finalement, sur l'évolution de la politique. Quel coup d'œil vous avez de la diplomatie à la française versus la diplomatie à l'américaine? Et est-ce que le Canada pourrait être cette interface si vraiment il y a de grosses différences d'approche? Oui, bien écoutez, c'est sûr. La diplomatie à la française, les Britanniques, les Russes, les Chinois, c'est la même diplomatie. C'est une diplomatie de puissance. Ce sont des pays qui ou sont des puissances ou ont été des puissances et ont des leviers, par exemple, dans les régions. Ils manipulent la francophonie de façon différente. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est vraiment faire le pont. Dans le cadre du dossier Haïti, j'ai travaillé avec acharnement pour faire l'interface entre le département d'État américain et le Quai d'Orsay. Et trouver des solutions mitoyennes. Et ça, c'était une torture. Mais oui, on avait cette capacité-là. Parce que bon, moi je parlais avec mes collègues français en français, je parlais avec mes collègues américains en américain, parce que je parle anglais avec un accent français, mais l'accent américain aussi. C'était très amusant, j'étais à Paris, donc je parle l'anglais avec un accent canadien français, mais mes collègues australiens me disaient « Oh, comme tu parles comme un américain ». Et c'est assez amusant, la question des accents. Et ici, vous avez l'avantage d'être exposé à tous les accents de la francophonie. C'est une force considérable. Vous savez, Chomsky a donné la meilleure définition de la langue, c'est une habitude phonétique. On les connaît bien quand on les écoute, en les pratiquant, en les imitant. Ça, c'est le côté anthropologue qui dit ça. Vous nous parliez des qualités d'un négociateur. Dans toutes les négociations auxquelles vous avez participé, quelle est celle qui a été pour vous la plus, pas la plus difficile, mais celle qui reste en vous? Vous dites, cette négociation, je suis fière de cette négociation, celle-là, je m'en souviens. Oui, bien écoutez, c'est dans le cadre de la CSE, la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui était une mission impossible. Alors, beaucoup de jeunes diplomates se sont découragés, là, carrément, parce qu'on travaillait jour et nuit dans les 2 dernières semaines, on arrêtait l'horloge. Et donc, l'horloge s'arrêtait à minuit moins 1, ou moins 5, et puis le président ne repartait pas en continuant 2-3 jours. Parfois pour décrocher des résultats modestes, mais on avait facilité les échanges entre l'Est et l'Ouest, au moins pour des personnes d'un certain âge et une circulation d'informations. C'était un genre de mission impossible, mais très utile. En Haïti, mon expérience de négociation avec Sergueï Lavrov, qui lui a réussi quoi, il est ministre des Affaires étrangères de Haïti, qui est un diplomate redoutable. On a réussi à le convaincre par 2 fois de nous aider dans le dossier Haïti et de nous donner l'effectif dont on avait besoin pour assurer la pérennité. Mais c'est un... Vous savez, aussi une question qu'on me pose, est-ce que tu as défendu des choses auxquelles tu ne crois pas? Ben, il est certain qu'on n'est pas totalement d'accord avec la politique de son propre gouvernement. Mais on se voit confier les dossiers.
pas un perroquet, on m'a demandé quelquefois de lire une déclaration. Et ça, on déteste ça, nous, les diplomates. Donc, envoyer un diplomate cravaté serré, l'air très sévère, qui commence sa déclaration en disant d'ordre de mon gouvernement. Et généralement, c'est un papier. Là, ça veut dire, écoutez les gars, c'est pas moi qui parle. On m'a donné ordre de vous lire ces trucs, ce sont des instructions, et je vous les donne. On trouvait quand même le moyen d'envoyer avant de parler, de lire une déclaration, d'envoyer quelques signaux d'apaisement. Au Conseil de sécurité, ça passait par des compliments au président. Alors quand votre collègue au Conseil de sécurité commençait sa déclaration en disant tout d'abord, Monsieur le Président, permettez-moi de vous féliciter pour l'excellence de votre président. Là, ça voulait dire qu'il allait avoir, d'après ça, un petit message pour apaiser la suite. Mais oui, parfois on est obligé de faire ça. Mais en général, on défendait des dossiers. Et parfois on gagne, et parfois on perd. Je prends l'exemple du Liban. En qualité d'ambassadeur, j'ai été opposé à mettre les Hezbollah parlementaires élus par les clans libanais au Parlement, qui siégeant en commission parlementaire. Je ne voulais pas qu'on les déclare terroristes. J'ai perdu cette bataille-là. Et c'était un handicap terrible, non? Vous pouvez parler dans une commission parlementaire, causer avec un en faisant semblant que l'autre n'est pas là. Et puis toutes ces listes que le gouvernement canadien fait maintenant qu'on ne peut pas inviter des diplomates de tel ou tel pays, c'est pas la diplomatie, ça. Le diplomate, c'est quelqu'un qui mange avec le diable tous les jours. Et pour ce faire, nous avons des cuillères à l'embauche. On va cesser la condition sine qua non, c'est de prendre langue, comme dit la vieille expression française, d'accepter de parler. Et c'est la définition des pourparlers qui n'engage personne. Et c'est une profession, et ce qui est intéressant, c'est que entre collègues diplomates, on se reconnaît. Autour d'une table, c'est une discussion. Ceux qui sont délégués des cabinets politiques ou les gens du renseignement, qui ont infiltré beaucoup les affaires étrangères de plusieurs pays, on les reconnaît. Ils n'ont pas la formation de diplomate. Et voilà, je pense que je vous ai épuisé. Maintenant, vous avez une question. Non, pas du tout. Je vais vous demander, est-ce que, quand vous étiez en Haïti, le rapport d'Haïti par la langue, par la religion, le catholicisme, par la langue, le français aussi, même si il y a le créole et puis d'un côté, le soit de l'autre, il y a par la population haïtienne qui est énorme au Québec, une population décisive, où il y a beaucoup de médecins, d'ingénieurs, d'ouvriers, et même d'écrivains. Figure-toi. Non, mais il y en a. Et je me suis demandé pourquoi il n'y a jamais une délégation générale du Québec en Haïti qui pourrait faire le... Ça, je ne peux pas de réponse à ça. La politique étrangère du Québec, enfin, celle que je veux donner, c'était toujours pour nous des gens très hostiles. Mon expérience au Liban est assez déplorable. Tous les ministres des Relations extérieures du Québec refusaient de nous parler. Ils nous traitaient comme des Iraniens. Mais ils avaient besoin de notre soutien pour organiser leur déplacement. Et ça, on faisait ça avec des agents juniors de leur ministère, avec lesquels on était très bien. Ils se faisaient même beaucoup de nous. Et je ne sais pas, je ne peux pas comprendre qu'on ait une présence en Haïti. À la fois une délégation générale, commerce et culture, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Mais on remarque que le Canada a mis un terme à tous ces programmes d'études canadiennes. Ça, c'est un drame à foi. Ça faisait 25 ans d'investissement d'études canadiennes. J'ai fait des conférences en Allemagne, à Trier, sur les études canadiennes. On a tout balayé ça du revers des mains. Alors, pas s'étonner qu'on soit pas en Haïti. Là, malheureusement, j'ai vu beaucoup de mains se lever. Oui, alors, commençons là. Justement, est-ce que le Canada a les moyens de parler de mission de foi? Est-ce que vous êtes déjà sur le côté de l'Angleterre, vous êtes bilingue, il y a quand même une bonne confrontation linguistique et bonne politique.
parce que le déterminisme du Canada a le lieu de famille difficile de voir, famille difficile de négocier des institutions. Sur quoi s'appuie la politique avec je vais pas dire la France. En fait, la France, c'est un peu plus sûr, c'est plus économique. Ça passe pas même dans la politique. Le cadre, deuxièmement, troisièmement plutôt, c'est que le Canada a une manière spéciale de politique d'intervention plutôt simpliste. Le comportement du Canada, par exemple, le grand Rwandais, est plutôt honorable. Franchement, on peut le pousser. Il y a beaucoup de grandes puissances, et le comportement dans le grand c'est le colonel général d'alerte. Après, il y a c'est la dame. Là, ici. Alors, comment ça se fait ce glissement? D'abord, pour parler d'une seule voix, oui, la politique étrangère canadienne a une seule voix, même si les provinces parfois hurlent dans l'air du corps, il n'y a qu'une souveraineté canadienne. Donc le message diplomatique est toujours. Le multilinguisme au Canada, c'est un problème qui a été réglé il y a assez longtemps. J'ai pas souffert comme je dis, toute ma carrière en français, parfois même étant le seul francophone dans une groupe 10. Mais les collègues m'ont appris à me lire et tout ça, et les collègues francophones me disaient, mais pourquoi tu écris pas en anglais, les gens ne comprendront pas. Je dis, moi je fais des analyses, je suis payé pour les faire en français, je les fais en français, et s'ils ne les comprennent pas, ils s'exposent à des ennuis. Mais enfin, j'ai été recruté. Si j'ai fait l'Europe de l'Est, en qualité de francophone, c'est qu'on appréciait mes analyses, ma capacité. Pour ce qui est du glissement, comme j'expliquais plus tôt, la politique canadienne a dérapé sur une volonté des militaires d'être engagés dans des missions de combat. Et le relais a été pris par un groupe politique qui trouve les Nations Unies, juge les Nations Unies comme Bush le faisait, une nuisance. Et que c'est un groupe de bandits. Et on a parlé de la francophonie au Canada lors d'un sommet, mais pourquoi est-ce qu'on paye pour ce groupe de dictateurs qui vient chez nous? Si on prend cette approche-là, vous savez, c'est ça qui nous tue. Pas porter un jugement. Alors, le Commonwealth, le sommet avait lieu au Sri Lanka. On est en colère contre le Sri Lanka. Alors, on est sorti, on est boudé dans Astérix, dans le Polymorphe. Et vous savez, ça n'a pas augmenté notre profil chez les francophones. Alors ça, c'est un problème politique. Et pour économiser, on a fermé beaucoup d'ambassades en Afrique. Et l'Afrique, moi, dans ces pays, il faut être présent. Présence, il faut se toucher, il faut se parler. C'est vraiment comme si vous ne faites pas ça, si vous êtes absent, vous n'êtes pas là. Et quand vous apparaissez pour demander une faveur ou faire une proposition, on vous écoute une oreille distraite. Ce qu'on ne faisait pas autrefois. Alors Jean Chrétien, qui est un personnage très coloré, qui avait des discours assez effrayants dans un français particulier, était quand même à tous les sommets de la francophonie. Je l'ai vu, il était copain cochon avec Chirac. Disons, on pourrait peut-être dire que c'était deux politiciens, deux renards de la politique, mais ça s'entendait très bien. Et je voyais Jean Chrétien en interaction avec les chefs d'État africains, les présidents africains. C'était copain. Alors, ils pouvaient se téléphoner, ils transmettre des messages, et c'est comme ça qu'on s'est déployé en Éthiopie Érythrée. C'est un chef d'État qui a téléphoné à Jean Chrétien, il y a beaucoup de gens venant de la part d'un pays de l'Afrique, ça fait toute la différence. J'espère que j'ai répondu à votre question. Il y en a une là-bas? Oui, enfin, c'était... Merci d'abord pour tout ce que vous avez dit. La question que je me posais en vous écoutant, c'était deux choses. Qu'est-ce que le Canada a gagné en faisant la première politique, celle qu'elle ne fait plus? Qu'est-ce qu'elle gagne en faisant la politique qu'elle fait aujourd'hui? Dans la première
dans la politique pearsonienne, sur le plan de l'influence internationale du Canada, on a énormément gagné. On a gagné en qualité de dialogue avec les Européens et avec les Américains. Il existe, c'est un secret polichinelle, une organisation des États anglo-saxons, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Et on a des consultations régulières, politiques et militaires. Et ça, c'est extrêmement précieux. Si vous êtes capable de faire dans ces consultations-là des contributions crédibles, vous êtes en mesure de faire, on gagne en respect puis en information aussi. Maintenant, la tendance est de marginaliser dans ce système, à cause d'une approche doctrinale, dogmatique, où on dépose une cause sans se demander, sans faire dans le détail. Et ça, c'est la fin. Le sous-texte de ma question, c'était par exemple en choisissant de défendre Israël à la différence des autres grandes puissances, qu'est-ce que le Canada espérait gagner en fait? C'est sur le plan électoral au Canada. D'accord. Oui, tentative de réélection et de financement. Et puis de mettre de son côté des groupes de pression qui sont très actifs et très puissants. C'est ce que je voulais comprendre. C'est tout. Et c'est la même chose sur la question de l'Ukraine. On s'est comporté comme des voyous. Et puis on était prêt à attaquer aussi la Syrie. Heureusement que Obama est un peu plus futé, parce qu'on se serait déployé avec plaisir. Donc vous êtes plutôt d'accord sur le choix d'Obama versus le choix de Hollande? Sur la Syrie. Écoutez, le grand mouvement d'échec le plus formidable de la diplomatie des 10 dernières années, c'est la proposition russe de Lavrov de mettre les armes chimiques sur la table. Et les Canadiens n'ont rien vu, ils y comprennent strictement rien, parce qu'ils ont dit, on aurait dû les bombarder. Ils ne se rendent pas compte de l'horreur de ces armes. L'élimination des armements chimiques de Syrie, c'est un bienfait pour l'humanité. Et ceux qui n'ont pas appuyé cette décision-là commettaient une erreur grave. Mais ça, il n'y a personne pour l'expliquer, même quand on a des experts en armement chimique au Canada, ils sont tous. Et ces experts-là avaient fait toute la différence dans la deuxième guerre d'Irak. Lorsque votre secrétaire d'État aux Nations Unies parlait de les délégués américains sont venus nous exposer la menace irakienne, les preuves, eh bien, ils sont mal tombés parce que nous aussi, on avait des experts canadiens dans les commissions de contrôle qu'ils avaient vadrouillé, fouillé un peu partout. Alors, notre expert canadien, qui est un monsieur assez âgé, spécialiste des armes chimiques, un peu bougon, avait dit en présence du ministre et des délégués américains, nucléaire, rien. Si jamais il y a eu une capacité, chimique, capacité résiduelle, lanceur 14. Alors, donc on ne vous croit pas du tout, il n'y a rien. Et alors, les Américains n'ont pas trouvé de nucléaire, alors là, on n'a pas eu. On a trouvé du chimique enterré qui avait été détruit. Et puis les Irakiens ont lancé une dizaine de missiles. Un seul a touché deux places. Et les Français savaient la même chose, et tous ceux qui avaient participé, les Hollandais, à cette commission de contrôle le savaient. Et on savait aussi que l'Irak était épuisé, exsangue par des années de sanctions absolument terribles, qui étaient contrôlées par un comité britannique. Il n'y a pas rien qui est rentré en Irak sans permission de la contre-signature de ces gens. Alors, quand ils ont accusé le fils de Kofi Annan d'avoir profité de la largesse de Saddam Hussein, il l'avait permis.
Donc voilà, est-ce que vous êtes maintenant à bout? Parce que moi, je vais vous crier. J'ai soif. Dans le